Bonjour à toutes et à tous, c'est Ben pour les recettes ludiques. Aujourd'hui, je vais vous parler de Trinket Trove. Trinket Trove est un jeu de Rocco Privetera et Paul Salomon. Il est illustré par Sandaratang et édité par Gamehead. Il arrivera en français sous le nom de Babiole, chez un éditeur qui n'est pas encore identifié à ce jour. Il se joue de 2 à 6 joueurs pour des parties d'environ 20 minutes. Dans le jeu, vous êtes une souris et vous allez chercher à créer la plus belle collection de petits objets inutiles qu'on appelle des babioles. Une partie de babiole se déroule en 5 ou 6 manches en fonction de combien vous êtes. Au début de la partie, vous allez sélectionner un personnage parmi toutes les souris disponibles et vous allez recevoir 4 cartes sur lesquelles se trouvent justement les babioles. Une fois que tout le monde a choisi son personnage, placez-les dans un ordre aléatoire de la tuile premier à la tuile dernier. Ensuite, en fonction du nombre de joueurs, ici on va être dans une partie à 4 joueurs, vous allez écarter un certain nombre de cartes du paquet, ce sera votre compte tour. Dans une partie à 4 joueurs, vous allez écarter 6 cartes du paquet que vous mettez de côté. Au début de la manche, vous allez créer des lots de cartes. Vous allez en créer autant qu'il y a de joueurs dans la partie, dans une partie à 4. On va donc faire 4 lots de cartes en prenant une carte depuis le paquet de cartes et on va compléter le premier lot qui a été formé par la carte qui est notre compte tour justement. On sait que quand on arrivera au bout de ce paquet, on aura terminé la partie. Chaque manche se joue en 2 phases. Une première phase d'enchère et une deuxième phase de collecte. Pendant la première phase, la phase d'enchère, les joueurs, à leur tour, déterminés par l'ordre du tour qu'on a tiré au hasard au début de la partie, vont pouvoir faire une enchère en utilisant les cartes de leur main. Ils peuvent mettre autant de cartes qu'ils le souhaitent, ils peuvent même décider de mettre 0 cartes s'ils veulent, et cette enchère va déterminer le prochain ordre du tour pour la phase de collecte, justement. Ici, je suis premier à jouer, et donc je vais décider de mettre une carte de ma main que je vais positionner en dessous de mon petit personnage, et immédiatement, je vais replacer mon personnage dans l'ordre du tour en fonction de l'état actuel de l'enchère. Là, ici, on voit que je suis le seul à avoir enchéri pour l'instant, je suis donc meilleur que tous les autres, je me place donc en première position. Ensuite, c'est au deuxième joueur qui, lui, va également décider d'enchérir des cartes. Alors, je vais augmenter un petit peu la taille de ma main, voilà, par exemple. Ici, on va décider que le deuxième joueur va lui mettre 2 cartes, donc on les place de manière à voir les chiffres qui sont indiqués sur les cartes ici justement, mais dans un premier temps, ce qu'on regarde, c'est le nombre de cartes qui ont été positionnées. Ici, le deuxième joueur, Penfold, a placé 2 cartes, ce qui est strictement meilleur que moi qui avais placé une carte, peu importe les valeurs à ce moment-là. Donc le joueur qui a placé 2 cartes passe en première position, et donc je passe immédiatement deuxième. Ensuite, c'est au troisième joueur de parler. On va dire que le troisième joueur va également mettre une seule carte. Et donc, à ce moment-là, comme il y a une égalité entre nous deux, puisqu'on a chacun placé une carte, le dernier joueur qui s'est exprimé est prioritaire. Ce qui veut dire que, ici, Bernard a parlé après moi, et donc va passer devant moi, puisque c'est le dernier à avoir parlé qui est meilleur. Enfin, on va décider que Vander, ici, va placer 0 carte, auquel cas, comme il a strictement moins de cartes que tous les autres joueurs, il va rester dernier, mais par contre, pour qu'il y ait quand même un lot de cartes qui soit créé, on va piocher une carte du paquet et le mettre en dessous de la mise de Vander. On a maintenant un nouvel ordre du tour. Alors un cas un petit peu particulier qu'il faut quand même préciser, c'est que si jamais plusieurs joueurs ont décidé de placer 0 cartes, dans ce cas-là, on pioche des cartes du paquet pour les mettre en dessous de leur mise, justement pour créer un lot malgré tout, et on applique la même règle que lors des enchères classiques, c'est-à-dire que s'il y avait une ou 2 cartes, on va d'abord regarder la valeur des cartes, on les met dans l'ordre, et s'il y a encore une égalité, le dernier joueur à s'être exprimé est prioritaire. On a maintenant notre nouvel ordre du tour, du premier au dernier joueur. C'est donc Penfold qui va choisir en premier, puisqu'on passe maintenant à la deuxième phase, qui est la phase de collecte. Pendant la phase de collecte, chaque joueur, à son tour, dans le nouvel ordre du tour formé, va récupérer 2 lots de cartes. Alors, il y aura toujours le bon nombre de lots de cartes, puisque de toute façon, on a exactement 2 lots de cartes par joueur, les lots qui ont été formés au hasard au début en piochant depuis le paquet, et les lots qui correspondent aux enchères des joueurs qui ont été placés à la phase précédente. Penfold peut récupérer 2 lots de cartes parmi tous les lots disponibles, sauf celui qui constitue sa propre enchère. On ne peut jamais récupérer son enchère
directement, donc Penfold va par exemple décider de récupérer le bottle cap et la belle qui se trouvaient au départ, et un autre bottle cap qui va donc simplement récupérer ces cartes, retournent dans la main des joueurs, et donc pourront constituer les enchères des manches suivantes. Ensuite, c'est à Bernard de récupérer de l'autre carte, il va récupérer les lots de Penfold et de Gouda. Ensuite, moi, je vais décider de récupérer le Shell et la Marble qui étaient dans la rivière initiale. Et enfin, Vendeur, lui n'a pas le choix, il ne peut normalement pas récupérer son propre lot de cartes, mais comme il est dernier, il faut qu'il récupère 2 lots, et donc il va récupérer son propre lot de cartes, ainsi que celui de Bernard. On passe à la manche suivante, et cette fois-ci, on va rester dans ce même ordre du tour qui avait été décidé pour la phase de collecte de la manche précédente. Et donc, on va à nouveau tirer autant de cartes du paquet pour former autant de lots qu'il y a de joueurs, ajouter la première carte du contour sur le premier lot formé, et on recommence ainsi une phase d'enchère, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de la dernière manche. À la fin de la dernière manche, tous les joueurs étalent les cartes de leurs mains devant eux, ils les regroupent par collection, donc par type d'objet, et en fonction du nombre d'objets qu'ils possèdent dans chaque collection, ils vont marquer un certain nombre de points. Si jamais vous avez atteint le maximum d'une collection qui correspond au chiffre qui est indiqué sur la carte justement, donc là vous avez une collection de 2 belles plus une nouvelle collection d'une belle, en fait vous recommencez une nouvelle collection, et on a également des cartes particulières qui sont les cartes miroirs, qui sont des jokers que vous pouvez intégrer dans n'importe quelle collection, et donc qui viennent la compléter. Vous faites la somme de tout ça, et le joueur ou la joueuse qui possède le plus de points l'emporte. Jusque-là, j'ai joué environ 30 parties de Trinket Trove, mais c'est un jeu que je sors très régulièrement, puisque c'est un jeu qui est très très accessible, je peux le sortir avec à peu près n'importe quel public. J'y ai joué dans presque toutes les configurations de 3 à 6 joueurs, et donc, vous vous posez certainement la question de pourquoi je vous présente ce jeu, puisque sur le papier, c'est un jeu de collection de cartes avec un petit mécanisme d'enchère qui paraît, de prime abord, très banal, comme il en existe des tas d'autres. En réalité, le jeu présente une mécanique qui est très très maligne, puisque on a un système dans le jeu qui est une sorte de rythme. Moi j'aime bien comparer ça à un rythme, c'est un jeu en fait où il faut trouver le bon moment pour faire la bonne enchère. En fait, ce qui est malin dans le jeu, c'est justement la façon dont l'ordre du tour est déterminé. Et donc, le système d'enchère, qui est très souvent déterminant, en fait, dans les jeux, en tout cas les jeux que j'apprécie personnellement, le système d'enchère fait que, comme l'enchère est positionnée entre les deux phases de jeu, vous allez changer l'ordre du tour au milieu d'une manche. Donc, au début de la manche, il y a un certain ordre du tour qui est déterminé. À la fin de la manche, il y a un nouvel ordre du tour qui est déterminé, qui servira au début de la prochaine. Vous vous doutez bien, dans un jeu d'enchère, la position idéale, c'est la position de dernier joueur à parler, puisqu'on a la pleine vue sur ce que les autres joueurs ont décidé de faire. Donc quand on est dernier, on est largement avantagé. On peut décider de passer premier pour la phase de collecte, pour le moment où on va récupérer les cartes. Alors que quand on parle en premier, eh bien, on est désavantagé, puisqu'on ne sait pas du tout ce que les autres vont faire. Ils vont pouvoir réagir à ce qu'on a mis comme mise. Bon. Donc, le jeu est un jeu de rythme, pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez simplement alterner entre la position de dernier, en tout cas vous allez chercher à être dernier à certains moments du jeu, puisque vous voulez parler en dernier pendant la phase d'enchère, et lorsque vous allez trouver des lots qui vous intéressent sur la table, vous allez chercher à être premier à choisir pour justement pouvoir les récupérer avant que les autres aillent les chercher avant vous. Le problème, c'est que quand vous allez décider d'être premier, donc de choisir vos lots en premier, pour la manche d'après, vous serez le premier joueur à parler au moment de l'enchère, et donc vous serez le moins avantagé, vous aurez moins de vues sur ce que les autres joueurs vont faire. Donc il va falloir alterner entre les moments où vous êtes dernier joueur, ou en tout cas vous cherchez à parler le plus tard possible pour le tour d'enchère, pour pouvoir justement saisir l'occasion si vous voyez que les lots sont intéressants, et les moments où vous saisissez justement l'occasion, et vous savez que le manche d'après, vous allez être très désavantagé par rapport à ce qui s'est fait. Donc, ce système de rythme sur 5 ou 6 manches est super intéressant, c'est vraiment très très fort, plus on est de joueurs, plus c'est fun, plus c'est chaotique évidemment, mais plus c'est marrant, et même sur des nombres de joueurs réduits, même à 3 joueurs, c'est toujours intéressant parce que vous avez justement cette petite bataille sur il a mis ça, il a mis 3 cartes, ce qui est quand même assez fort dans le jeu. Est-ce que je vais essayer de passer devant en mettant 3 cartes également, en essayant de coller au maximum sur les valeurs pour dépenser le moins possible, ou est-ce que je vais choisir délibérément de me mettre vers la fin, et encore éventuellement, si je suis deuxième à parler, il y a un dernier joueur qui lui va pouvoir s'exprimer et éventuellement va pouvoir me piquer la place que je visais. Bon,
Tout ça pour dire que dans toutes les configurations, ce système de rythme marche très très bien. Je pense que plus on est, plus c'est sympa. Je pense que le jeu est vraiment excellent à 5 et 6 joueurs parce que je trouve que c'est vraiment le genre de jeu dans lequel la petite part de chaos est vraiment très intéressante. De toute façon, c'est des cartes qui sortent d'un paquet, hein, donc on choisit jamais vraiment ce qu'on va avoir au niveau des lots. Par contre, on va pouvoir observer ce que les autres joueurs font. Ça, c'est vachement intéressant, c'est très interactif parce que en fonction de ce qui va être récupéré en termes de lot, on peut espérer plus ou moins des cartes qui vont être remises aux enchères par les joueurs en fonction de ce qu'ils ont récupéré. Et ça, c'est dû aux valeurs qu'on trouve sur les cartes. En fait, les valeurs des cartes sont très très diversifiées, donc au niveau de leur valeur principale ici, 5, vous voyez 5, 2 en fonction du type d'objet, donc il y a des valeurs qui vont de 2 à 7. Cette valeur-là, elle représente en fait plusieurs choses. D'abord, elle représente le nombre de cartes qui sont présentes dans le paquet. Donc pour savoir combien il y a de bottle cap dans le jeu, il y en a en fait 2 fois la valeur ici. Vous savez qu'il y a au total, dans ce gros paquet de cartes quand même, il y a 10 bottle cap. Il y a 4 belles et ainsi de suite. Et donc, ça c'est une première information que vous avez. Ensuite, cette info, elle sert aussi à savoir quelle est la taille de la collection maximum que vous pouvez faire. Pour avoir le plus de points sur les bottle cap, il faut que vous en ayez 5. C'est la fin de la collection, c'est ce qui rapporte le plus de points, justement. Donc, vous imaginez bien que vous allez essayer de compter un petit peu combien de cartes ont chacun pour voir est-ce qu'ils sont susceptibles d'arriver au bout de la collection ou pas. Et dernière information qui est également très importante, c'est le nombre de points qu'on a dans chacune des collections, qui lui est extrêmement variable. Vous voyez qu'ici sur les bottle cap, si vous avez une carte, vous avez 5 points, 2 cartes, 5 points, 3 cartes, 5 points, 4 cartes, 50 points. Donc d'un seul coup, vous prenez 45 points alors que les 3 premières cartes étaient complètement inutiles. Et donc vous vous doutez bien que si quelqu'un va chercher des bottle cap et n'arrive à en avoir que 2 ou 3, il risque de les relâcher à un moment donné comme une enchère, puisque justement il n'a pas réussi à aller au bout de sa collection. Et donc si vous en aviez un qui était planqué au départ ou qu'un joueur a oublié de comptabiliser, qui vous a pas vu le prendre ou quoi, bah potentiellement c'est votre chance justement de faire une collection de bottle cap qui va vous rapporter des points. Les gemmes, elles fonctionnent un petit peu différemment. Vous avez 10 points, puis 25 points, puis 25 points à nouveau, puis 60, et enfin le dernier palier vaut 120. Donc vous avez à chaque fois une répartition comme ça qui est très très dépendante du type de carte, et donc vous avez plein de types d'objets différents, complétés en plus par ce type d'objet très spécifique qui est le miroir. Alors là, il n'y en a pas 16 dans le jeu, je ne sais plus combien il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup, qui est en fait un joker qui va vous servir à compléter n'importe quelle collection, donc évidemment, c'est un type de carte qui est très très convoité. En tout cas, voilà, vous avez ce système de cartes qui vous permet justement d'avoir pas mal de possibilités et pas mal de variations dans la valeur des cartes, qui fait une différence assez importante, je trouve, avec des jeux comme, j'ai vu que le jeu était comparé à Moni de Rainer Knizia. C'est effectivement un système de jeu qui est assez similaire, on retrouve un petit peu les mêmes sensations, mais on a beaucoup moins de variations dans les valeurs, justement, que vont pouvoir prendre chacune des cartes, chacune des collections que vous allez pouvoir faire. Un autre point important du gameplay à souligner, c'est qu'en cours de partie, ces valeurs, justement, qu'on citait tout à l'heure, qui ont plusieurs fonctions, vont également être intéressantes à récupérer, parce que plus elles sont importantes, plus au niveau du tiebreaker, vous savez, quand on remet l'ordre du tour dans le bon ordre au milieu de la manche, en fait, hein, quand on passe à la phase de collecte, ces valeurs servent de tiebreaker, donc elles vont permettre de déterminer qui va passer devant l'autre en fonction de, si on a le même nombre de cartes, qui a la plus grande valeur, la plus grande somme de valeurs placée. Et donc, il se peut que parfois, pendant le jeu, les leurs, ça vous intéresse pas du tout, mais par contre, ça vaut 7 au moment de l'enchère. Donc vous allez potentiellement récupérer des cartes en main, non pas pour faire une collection de leurs, puisque vous savez qu'il en faut 7 et que ça vaut pas grand chose jusqu'à la 6e carte, donc a priori vous en avez pas trouvé beaucoup, on est à la 4e manche, ça commence à sentir un peu le roussi, mais par contre, ça va vous servir de monnaie pour la manche d'après. Donc vous allez récupérer ce lot-là, non pas pour faire une collection, mais bien pour pouvoir avoir de la monnaie, pour pouvoir avoir des cartes fortes à jouer lors du prochain tour. Alors attention, on ne va pas faire ça toute la partie, parce qu'au bout d'un moment, vous pouvez avoir le plus de cartes en main et ne pas gagner parce que vous avez que des débuts de collection ou que des collections qui s'arrêtent au moment où ça devient intéressant. Donc voilà, c'est une possibilité, mais en tout cas, c'est aussi quelque chose de très intéressant, je trouve, d'avoir conservé ce système de valeurs directement imprimé sur les cartes, puisque ça a une autre fonction pendant le jeu que de réaliser des collections. Donc il y a deux finalités un petit peu dans le jeu. Il va falloir trouver le bon timing du moment où vous commencez effectivement à ramasser les cartes pour les collections versus le moment où vous ramassez les cartes
pour avoir de la monnaie, pour être plus fort lors des enchères suivantes. Le jeu est illustré par Sandaratang qui a notamment illustré Flamecraft et Critter Kitchen. Je trouve que c'est des illustrations qui sont assez caractéristiques. C'est pas ça qui fait le jeu, mais ça n'enlève rien de jouer avec des petites souris mignonnes, des petits objets très sympas, très fun, avec des petites variations sur les bottle caps. Vous voyez, il y a des dessins qui sont différents à chaque fois. On va essayer justement de collectionner ces dessins encore plus parce que il y a ces variations également au niveau des illustrations qui n'enlèvent absolument rien au charme du jeu, bien sûr. La règle du jeu est plutôt bien écrite, c'est un petit jeu dans tous les cas, on n'y a pas passé des heures, mais il y a quand même le cas particulier du plusieurs joueurs décident de mettre 0 carte en enchère, qui, comme la carte vient du paquet, il a fallu que j'aille chercher sur BGG pour être certain de la règle à appliquer. Bon, en dehors de ça, c'est plutôt bien expliqué, il y a des exemples, c'est illustré, c'est bien écrit, pas grand chose à reprocher à ce niveau-là. Le jeu est proposé pour 2 à 6 joueurs. J'ai jamais joué dans la configuration 2 joueurs parce qu'il y a une règle particulière, il y a un joueur neutre en fait, qui est comme si on jouait une partie à 3, avec un joueur neutre qui va mettre des enchères depuis le paquet, il met systématiquement 2 cartes, il prend toujours les lots les meilleurs lors de la phase de collecte. Bon, ça m'amuse pas du tout de gérer un joueur neutre quand on joue à ce type de jeu, je pense que plus on est, mieux c'est. Moi ça m'intéresse beaucoup plus à partir de 3 joueurs, j'ai trouvé qu'à 3 c'était bien, malgré tout, c'est meilleur de 4 à 6, mais je pense que vraiment, on va dire qu'à partir de 3, ça devient vraiment fun, en tout cas, je suis vraiment pas client des variantes de joueurs adaptées dans des jeux d'enchères comme ça m'intéresse pas du tout. Enfin, au niveau de l'édition, j'ai trouvé ça particulièrement soigné. On est sur un format de boîte un petit peu dans la lignée des formats All Play, donc c'est un petit format de boîte carré, c'est un petit peu plus gros quand même. Voilà, bon, c'est pas très pratique à ranger dans une Kallax, ça c'est un petit peu l'inconvénient. Mais en dehors de ça, voilà, il n'y a pas grand chose dans le jeu. Il y a des cartes qui sont de bonne qualité, bien illustrées, on l'a dit. Il y a également quelques petites tuiles de personnages, justement, avec toutes ces petites souris dessinées. Donc ça, c'est vraiment un truc que je trouve très bien dans les jeux comme ça, c'est de proposer plus de personnages qu'il n'y a de joueurs disponibles. Donc il y a maximum 6 joueurs, il y a 8 souris. Ça sert à rien. C'est complètement... Ça n'apporte rien en termes de gameplay. Mais quand j'explique le jeu, je commence tout de suite par étaler ces 8 tuiles souris et dire choisissez un personnage. Donc on regarde les petits dessins de souris, on choisit celui qu'on préfère, il y a des couleurs associées, ils ont tous des petits noms rigolos, Patches, Nimbus, Gouda, Vander. J'espère qu'en français les noms seront aussi marrants que les noms qu'on a ici. Templeton, je trouve que c'est vraiment très marrant. En fait, c'est très, je sais pas comment dire, c'est très chantant comme nom, et même les noms des objets, on a tout de suite envie de les chanter ou de les dire d'une façon un petit peu drôle. Voilà, donc je trouve que ça marche tout de suite, et donc au niveau du matériel, il n'y a pas grand chose à dire. Il n'y a pas grand chose dans la boîte, mais la boîte est adaptée en termes de dimension, c'est suffisant, le punch et les cartes sont de bonne qualité, donc voilà, on a tout ce qu'on veut. Pour conclure sur Trinket Trove, donc Babiole en français, j'ai adoré le jeu, c'est un jeu qui est très très accessible, un petit peu moins accessible que Lightspeed Arena dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, parce que Lightspeed Arena on peut vraiment faire n'importe quoi. Ici il y a quand même 2 phases, une phase d'enchère, une phase de collecte, on cherche à faire des collections, mais ça reste très très accessible. J'ai joué avec un public très très vaste et très diversifié, ça marche à chaque fois, les gens ont tout de suite envie d'en refaire une parce que le format est très très court, il y a écrit 30 minutes sur la boîte. Honnêtement, les parties font 15-20 minutes maximum, sauf si vous avez un joueur qui est en AP total pendant la partie, mais sur ce type de jeu, ça s'y prête pas trop. Voilà, je vous le recommande largement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Ben pour les recettes ludiques. À bientôt. Message de la PCL. Lisez, écoutez et regardez des avis contradictoires. N'achetez pas sur l'avis d'une seule personne de référence. Testez les jeux dans votre ludothèque, votre café-jeu, votre boutique ou encore en festival. Ceci est un message de la prévention du chouinage ludique.